Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais faire un peu une bonne transition entre le cinéma et la littérature, puisqu'il y a ce festival international du film oriental à Genève, et qui est intéressant, parce qu'on voit des films, effectivement, qu'on ne voit pas souvent sur les grands écrans. Alors, je fais un petit lien, et après, je raconterai des histoires. Alors, vous savez, Jean-Luc Godard, qui est d'ici, c'est un Suisse. Jean-Luc Godard a fait beaucoup de films, certains sont merveilleux, d'autres sont absolument irregardables. Et parmi ceux que j'aime et qui sont magnifiques, c'est Le Mépris. Et vous savez, quand il a fait Le Mépris, avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Jack Palance et Fritz Lang, il y avait un producteur américain, avec le producteur français, bien sûr. Et évidemment, le producteur américain a mis de l'argent parce qu'il y avait Bardot. Et plus exactement, il y avait les fesses de Bardot. Et alors, Godard fait le film et il le livre au producteur américain. La production américaine projette le film, on voit Bardot, on voit Piccoli, on voit Lang et tout ça, mais on ne voit jamais les fesses de Bardot. Et les Américains, très en colère, ils renvoient la copie, ils disent « On refuse le film, nous on a mis de l'argent pour qu'on voit Bardot, là on ne le voit pas. » Et c'est là où le génie de Godard est formidable. Il dit « Ah, ils veulent voir Bardot à poil, très bien. » Le film commence avec une scène qui dure 2-3 minutes, qui est devenue une scène culte, une scène que tout le monde connaît. C'est lorsque Bardot est nu sur le lit, à côté de Piccoli, et il y a un miroir, et elle lui dit « Tu vois mon corps dans le miroir ?»« Oui, je vois ton corps dans le miroir. »« Tu aimes mes pieds ?»« J'aime tes pieds. »« Tu aimes mes jambes ?»« J'aime tes jambes. »« Tu aimes mes fesses ?»« J'aime tes fesses. »« Tu aimes mes épaules ?»« J'aime tes... » Et cette partie que Godard a ajoutée a ravi les Américains, et ils ont été très contents. Voilà. Comment, avec un peu d'astuce et le corps de Brigitte Bardot de l'époque, parce que Brigitte Bardot d'aujourd'hui, ce serait un film d'horreur que je... Non, c'est pas ça, c'est que je respecte le corps qui vieillit, c'est pas ça. Mais je suis en mesure quand même de reconnaître le corps, aussi l'esprit qui déraille. Donc, quand même, il faut parfois rendre les choses à leur place. Donc, voilà pourquoi le corps est très important, bien sûr, dans le cinéma et la littérature. Bien sûr que moi, mon premier livre c'était sur le corps, enfin, l'histoire, enfin, pas le premier, mais un des premiers, l'histoire de l'enfant de sable, c'est quoi? C'est l'histoire d'une petite fille qui naît, mais que le père veut voir en garçon, il va la détourner, il va maquiller son corps en garçon parce que l'obsession que nous avons dans le monde oriental d'avoir plutôt des garçons que des filles, parce que les filles, évidemment, c'est plus un problème qu'un sexe, et c'est perçu dans les familles comme une malédiction. Et évidemment, nous partageons, quand je dis nous, c'est-à-dire les Maghrébins, nous partageons cette stupidité avec les Grecs, avec les Italiens, avec toute la Méditerranée. C'est quelque chose de très répandu, le fait de considérer que l'arrivée d'une naissance féminine est quelque chose de malheureux. Et alors ça s'est répandu dans le monde entier, y compris en Inde. L'Inde, où il y a eu, ces 30 dernières années, des centaines de milliers d'enfanticides, c'est-à-dire les femmes qui accouchent de filles s'en débarrassent. Je vous passe les détails. Résultat de ces infanticides indiens, il y a aujourd'hui
un problème crucial en Inde où il y a 80 femmes pour 100 hommes, d'où la recrudescence des viols. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement un constat. Quand l'Inde manque de femmes, et les quelques femmes qui apparaissent publiquement sont parfois en danger. Alors, comme le sujet, c'est comme de voir un peu ces conceptions divergentes, différentes entre l'Occident et l'Orient. Mais l'Orient, quel Orient? Alors, justement, un des films qui sont en compétition dans le festival actuellement, il y a un film afghan où justement il y a une des filles, une jeune fille amoureuse de son voisin, va tomber enceinte et ça va être la tragédie. Et c'est un film qui se passe aujourd'hui. On n'est pas dans les années 30, ça se passe aujourd'hui. Et on se rend compte combien cette notion d'honneur qu'on a accolée de manière totalement artificielle sur l'hymen de la femme. Comme si l'honneur se retrouve quelque part physiquement chez la femme. Et ça vient aussi de la religion. Alors, j'ai l'impression que l'opposition que les philosophes ont toujours illustrée entre l'âme et le corps et donne tout de suite à ce mot une connotation religieuse. Et j'aimerais citer, j'ai pris quelques notes quand même, j'aimerais citer la manière dont Molière parle du corps dans Les femmes savantes, dans le deuxième acte. Il dit « Le corps, cette guenille, est-il d'une importance, d'un prix à mériter seulement qu'on y pense? Et ne devons-nous pas laisser cela bien loin? Oui, mon corps est moi-même, et j'en veux prendre soin. » Déjà, à l'époque, Molière se moque de cette façon dont le corps était exhibé, mis en avant, et déjà l'idée que la femme dit « oui, mon corps est moi-même », c'est-à-dire « est » dans le verbe « être » et moi-même, c'est-à-dire une identification entre l'apparence et l'intériorité. Et cette façon de présenter le corps qui est plus qu'une enveloppe de l'âme, parce que, évidemment, l'âme, elle est quelque part. Alors, et moi, j'aime bien la manière dont la religion musulmane considère roh, c'est-à-dire l'âme, qui est évidemment immatérielle, qui est la vie, qui est le souffle de la vie. Et lorsque la personne décède, c'est que l'âme, elle quitte le corps. Et quand j'étais petit, on m'avait expliqué que l'âme, effectivement, la mort, c'est ça, c'est l'âme qui sort du corps, qui s'en va vers le ciel. J'étais tellement persuadé que c'était ça, qu'un jour, j'ai vu, vous savez, c'était le début du printemps, il y avait partout des fleurs, et vous savez, il y a ces espèces de petites, pas fleurs, mais des flocons comme ça, qui sont dans l'air comme ça. Et j'ai dit, oh là là, il y a tellement d'âmes aujourd'hui dans la maison, et beaucoup de gens sont morts. Et je voyais, elle partait comme ça, elle partait vers le ciel, et j'étais persuadé que c'était ça l'âme. En fait, c'est peut-être ça, hein, j'en sais rien, moi je n'ai pas été de l'autre côté pour vous dire les choses, mais avec le temps, bien sûr, j'ai appris quand même que, comme on dit en arabe,
il y a le batin et le zahir. Le batin, ce qui est intériorisé, c'est la cage thoracique, que les mystiques vont énormément chanter, célébrer. Et puis, le batin, c'est-à-dire l'intériorité, il y a l'apparent, et le visible et l'invisible, ou l'apparent ou l'intérieur. Et tout se passe dans cette relation compliquée, invisible, entre ce qui apparaît et ce qui est à l'intérieur. Et alors, on a eu l'habitude de dire que finalement, l'âme transparaît à un certain moment sur le corps des êtres humains. L'âme transparaît, c'était Jean Cocteau qui disait « À partir de 40 ans, nous sommes responsables de notre visage ». Cela veut dire qu'à partir d'un certain âge, lui il a dit 40 ans, mais j'étais il y a longtemps, aujourd'hui on dirait un peu plus, je ne sais pas quel âge, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui transparaissent sur notre... C'est que le corps, le visage, traduit nos pensées, traduit nos pensées les plus secrètes, traduit peut-être nos malédictions, ou nos malheurs, ou nos défauts, nos qualités. Et ça, il faut être très, 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 très prudent parce que ça peut tout de suite aller vers le racisme. Et le racisme, c'est quoi? C'est la lecture de l'apparence. Nous lisons l'apparence selon nos préjugés à nous. C'est-à-dire que sur le corps, sur le visage, on décide que la couleur de ce corps, eh bien, elle va déterminer une certaine supériorité. On ne sait pas pourquoi cette supériorité a été, qui a décidé, mais c'est comme ça. Et on considère qu'il y a des couleurs qui sont plus aptes à la qualité que d'autres. Et il y a des corps qui sont peut-être représentant le bien et d'autres le mal. Et le racisme, c'est effectivement le fait de surfer sur ce nombre de préjugés et d'ignorance qui font que, évidemment, on va dire, j'aime pas cette personne qui a cette couleur parce que c'est son âme qui transparaît. Et évidemment, la couleur sombre est presque collée au malheur, au mal, à la malédiction. Et en faisant un peu de recherche, j'ai retrouvé chez quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il a été un très grand homme de théâtre, mais en même temps, je ne dirais pas que c'est un philosophe parce qu'il s'agit de Samuel Beckett, parce que c'est quelqu'un qui dit les choses très simplement. Mais les choses qu'il dit ont une vérité, une profondeur absolue. Alors, dans un texte qui s'appelle « Texte pour rien », le titre est un peu « Texte pour rien », il dit « Je me dirais un corps. Je me dirais un corps qui bouge en avant, en arrière, et qui monte et qui descend, selon les nécessités, avec dans tous ses membres et d'organes, de quoi vivre, encore une fois, de quoi tenir un petit moment, que j'appellerais ça vivre. Je trouve pas mal cette définition de la vie, ce corps qui est composé d'organes, qui montent, qui descendent, qui vont, qui viennent, c'est un peu ça. Et l'autre jour, j'ai eu une discussion avec un grand professeur de médecine, très calé, qui est très, très, très fort, et il m'expliquait des choses. Et alors je lui dis, tu crois en Dieu? Il me dit, bien sûr, c'est évident. Et je dis, pourquoi? Il me dit, parce que le corps, tel qu'il a été conçu, organisé, est une machine absolument parfaite. Je dis, mais alors, il me dit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour avoir pensé et construit cette machine. Alors, moi qui suis un peu dans le doute permanent, je dis, oui, mais
Mais alors quoi, tu attribues ça à Dieu? Mais qui c'est Dieu? Alors, les discussions peuvent aller très loin, mais quand on lit par exemple les livres sur les livres pseudo-scientifiques, disent les raisons scientifiques de l'existence de Dieu, des choses comme ça, moi je me méfie de ce genre de raisonnement. Je dirais qu'effectivement, cette machine parfaite et qui est tellement bien organisée que lorsque il y a une cellule sur des milliards qui devient folle, c'est-à-dire qu'elle commence à se multiplier comme elle veut, complètement cinglée, quoi. Alors à ce moment-là, ça donne le cancer. Et le cancer tue parfois quand on ne le soigne pas. Donc c'est quand même assez compliqué. Je ne pouvais pas évidemment discuter avec ce professeur d'égal à égal. Moi je suis un observateur. Lui, c'est un monsieur qui a fait beaucoup d'études et qui manipule le corps d'une manière fantastique. Alors, je suis resté un petit peu sans réponse, tout en me disant quand même, mais ce corps, qui est une machine extraordinaire, il nous cause beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et je pense que le premier problème que le corps nous pose, c'est que il vieillit. Il vieillit, c'est-à-dire que et toute la relation que nous entretenons aujourd'hui avec nous-mêmes est dans une grande partie basée sur cette notion de la dégradation physique, parfois aussi mentale, du corps. Et alors je reste persuadé que l'âme ne vieillit pas. Les yeux ne vieillissent jamais. Bon, mais le reste, oui. Et vieillir, c'est quoi? Vieillir, c'est accepter que les choses vivent. La vieillir, ce n'est pas des cellules qui meurent, c'est des cellules qui vivent, et par conséquent, en vivant, elles laissent des traces. Et les rides sont les plus belles choses que le temps peut laisser sur un corps. Et à partir du moment où, avec évidemment toute l'idéologie que vous connaissez sur cette espèce de juventude extraordinaire, de corps parfait, de corps qui doit rester parfait, et bien plus on cherche à masquer ces rides, plus on les montre, et on les montre d'une manière un peu dégradée. Parce que plus on fait de la chirurgie esthétique, plus on montre qu'on est en train de dégringoler dans l'âge et dans la vie. Donc, il faut laisser le corps vieillir, c'est-à-dire vivre jusqu'au bout sans essayer de le contrarier. Et quand vous contrariez le corps, avez-vous vu des gens, par exemple, qui ont contrarié leur visage? Et ce visage devient un peu comme un masque. Et vous avez parfois des personnes estimables, qu'on voit par exemple à la télévision, tout ça. Je ne parle pas des comédiennes et des artistes parce que c'est notre problème, parce que le visage devient leur propre raison de travailler et de vivre. Mais je parle des gens politiques, des personnes qui sont publiques. Et elles arrivent figées et elles ne peuvent pas sourire, ou alors elles sourient tout le temps, c'est-à-dire jamais. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement lié à la conception que nous avons de notre corps. Et alors vous imaginez, alors je me dis, j'imagine ma grand-mère, qui était une magnifique vieille femme avec plein de rides extraordinaires, magnifique, avec tout ça, moi, non, c'est pas possible. Donc je me dis, c'est une question de civilisation et de culture. En même temps, tout en voulant mettre cette espèce de survalorisation du corps en Occident, je n'oppose pas l'Occident à l'Orient. Parce qu'en Orient, il y a aussi, je parlerai tout à l'heure de la manière dont l'Orient perçoit le corps, mais par exemple, en Occident, nous avons cette manière de mentir à nous-mêmes. Et en fait, nous sommes dans une société
où la valeur marchande est très importante, où tout se vend. Et tout est occasion pour vendre. Vendre, acheter, vendre, acheter. Alors, dans mon dernier livre, il y a un personnage qui se retrouve du jour au lendemain, après une ablation de la prostate, avec un cancer, bon, mais en même temps avec des conséquences énormes, c'est-à-dire qu'il a une libido qui s'est absentée, et il se retrouve dans une société hyper, disons, sexualisée. Alors, vous imaginez quelqu'un qui sort dans la rue aujourd'hui et des affiches partout avec des femmes sublimes, très belles, impeccables, des corps parfaits, une poitrine bien, des dents d'une blancheur absolument extraordinaire. À chaque fois, je rentre chez moi, je me brosse les dents 3 fois. Je dis, est-ce que je vais avoir les dents de monsieur Georges Clooney? Non, j'arrive pas. Est-ce que... J'y arrive pas. Alors, je fais du gymnastique, je fais des trucs comme ça, et il n'y a rien à faire. Et puis, après, je regarde toutes ces femmes, tous ces hommes qui nous vendent. Alors, pour vendre une voiture, il faut y mettre une femme, un mannequin, forcément, je sais pas moi, j'ai oublié leur nom, mais ils sont maintenant connus. Ils se mettent sur une voiture, et je dis, j'achète la voiture ou la femme? Alors, de toute façon, c'est un peu dans l'inconscient que ça se passe. Et ces corps qui sont de véritables mensonges. Quand on sort dans la rue, quand on prend le métro ou le bus, bon, les gens ont travaillé toute la journée, ils sont un peu fatigués, ils rentrent chez eux, et on voit cette fatigue, qui est la vie aussi. Et puis, je dis, mais où sont? Où est les Georges Clooney? Où est l'autre, là, comme cette femme magnifique allemande, j'ai oublié son nom, qui est tout tombe avec une chevelure très longue, magnifique, avec une poitrine impeccable, mais ça ne bouge pas du tout. C'est plastique, ça a été fait dans une usine, justement. Alors, les gens qui sont faits dans les usines, je veux bien, mais il ne faut pas qu'on vive avec eux, parce que là, ce n'est pas notre truc. Mais là, on se rend compte quand même que toute la société occidentale, américaine, européenne et tout, fonctionne là-dessus. Et ce que je ne comprends pas, parce que je suis quand même un enfant de mai 68, et même en tant que mec, j'ai mené des luttes pour le féminisme. Où sont passés les féministes? Aujourd'hui, finalement, la femme, pire qu'avant, je dirais, est de plus en plus maltraitée par la publicité, par le cinéma, par la pornographie absolument répandue, et personne ne bouge, personne ne dit rien. Ça passe, alors surtout maintenant avec Internet, le web, tout ça, ça s'est répandu d'une manière extraordinaire. Et cette espèce de surexploitation du corps féminin sur toutes les coutures et de toutes les manières, pour vendre autre chose, s'est répandu avec une arrogance que malheureusement les féministes se sont absentés. Alors, nous avons quoi à la place des féministes? Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, les fémènes. Vous savez, ces femmes qui, elles montrent leurs jolis seins pour protester. Évidemment, c'est une façon... Les fémènes n'auraient pas pu exister il y a 30-40 ans, parce qu'on ne comprendrait pas. Mais là, elles sont dans la logique même du spectacle qui a été fabriqué par la société de consommation à laquelle nous appartenons tous. Et elles sont dans cette logique même. Alors, évidemment, elles ont donné un sens politique à leur combat. Elles ont donné un sens militant. Elles ont été beaucoup plus loin que les féministes. Et le jour où, au début du printemps arabe, la très jeune Alia, qui avait 20 ans, très jolie fille, met son image toute nue, absolument toute nue, sur, je ne sais pas si c'était Facebook ou sur Internet, et qui fait le tour du monde. Une femme égyptienne, musulmane, vous vous rendez compte? Oh. Alors évidemment, j'ai tout de suite appelé mes amis égyptiens, je dis, vous avez vu? Oh. Une fille très belle égyptienne à poil. Alors que
le cinéma égyptien, il est interdit, jusqu'à aujourd'hui, qu'un homme et une femme se retrouvent sur un lit, assis, pas en train de faire de la gymnastique, assis, interdit. Le baiser, c'est simulé, ou alors c'est un peu suggéré. Et voilà qu'une jeune fille de 20 ans bouleverse toute la perception que nous avons du spectacle et se met à poil. Alors j'appelle mes amis égyptiens, me dit, c'est pas une bonne idée quand même, elle exagère. Mais ce sont des militants, mes copains égyptiens, c'est de gauche, hein, c'est pas de... Je dis, mais quand même, elle est courageuse. Oui, mais tu te rends compte, on ne peut pas comprendre. On peut pas, elle fait le jeu des musulmans, des islamistes. Je dis, comment ça, elle fait le jeu des islamistes? Oui, bien sûr, parce qu'ils disent, voilà, c'est une occidentale. Et l'Occident, c'est quoi? C'est les femmes à poil, c'est les publicités où, surtout quand il y a vers l'été, avant l'été, commence à faire les publicités pour les bikinis et les maillots de bain. Alors évidemment, on voit ça partout dans le métro, tout ça. C'est ça pour eux l'Occident. Et puis c'est quoi? C'est aussi le mariage des homosexuels. Voilà, c'est ça l'Occident. Pour l'oriental qui est qu'il soit en Égypte ou en Arabie Saoudite ou en Libye. Et effectivement, j'ai réfléchi beaucoup au cas de Alia, cette jeune femme. Moi, évidemment, je suis tout à fait pour. Je trouve qu'elle était très courageuse, mais peut-être inconsciente. Elle ne s'est pas rendue compte combien elle a provoqué le monde entier, pas uniquement d'ailleurs l'Égypte, parce que la preuve, elle est exilée, je crois qu'elle vit, je ne sais pas si en Suisse ou en Suède, ou je ne sais plus, elle ne peut plus revenir chez elle. Et quand on est dans l'exil, le combat devient difficile parce qu'effectivement, quoi que vous le fassiez de l'extérieur, donc vous n'avez pas d'action directe sur le peuple que vous voulez, dont vous voulez changer le comportement et l'attitude. Et effectivement, c'est un aspect du printemps arabe, c'est pas tout. Et après, il y a eu bien sûr les phénomènes tunisiens qui sont opposés aux djihadistes, parce que les djihadistes, c'est quoi? C'est des fanatiques, des tueurs, des assassins, qui ne discutent pas, qui, eux, ils ont leur dogme dans la tête, ou ils pensent l'avoir, et puis ils se débarrassent de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Donc, évidemment, en Tunisie, ça a été terrible. La lutte entre, disons, les laïcs, les gens démocrates, disons, pour parler un langage psychiatrique normaux, et puis les fanatiques, les djihadistes, qui sont, eux, des types qui sortent, je ne sais pas d'où, ils sortent comme ça, avec des sabres, et qui veulent, ils s'attaquent d'abord au corps de la femme, parce que tout le problème, si vous voulez, si nous voulons résumer toute la question de l'islamisme depuis 40 ans, 30 ans, depuis la révolution iranienne, 1978, jusqu'à aujourd'hui, tout tourne autour d'une seule chose. Mais ce n'est pas dit, bien sûr, c'est une caricature tout tourne autour du corps de la femme, du sexe. C'est-à-dire, finalement, c'est quoi un islamiste? Un islamiste, c'est quelqu'un qui pense que la femme doit être cachée. Il a peur de la femme. La femme ne doit pas se montrer, ne doit pas montrer ses attraits, c'est-à-dire ses cheveux, son visage. Évidemment, il y a l'extrême, les talibans du Pakistan, lorsqu'ils font ils couvrent la femme de haut en bas, comme si c'était Fantomas, on ne sait pas. Et en même temps, alors, je vous raconte une anecdote, parce que c'est quand même, la vie, elle est faite aussi de choses. Une fois, je prenais l'avion entre Tanger et Paris, et monte dans l'avion un jeune couple, lui, le mec avec une barbe, jeune, à l'aise, tranquille, avec un bébé, et une femme noire. On ne sait pas ce qu'il y a dedans.
On ne sait pas si c'est un homme, une femme, un monstre, un animal, rien. On voit rien, 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 rien. Tout est noir, tout est noir. Les lunettes noires en plus, au-dessus du voile noir, les gants noirs. Alors je me lève, je vais voir le pilote, je lui dis, écoute, il y a un terroriste là. Il me dit quoi? Et il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, j'en sais rien, il faut voir ce que c'est, mais c'est pas possible. Alors il rigole et me dit, mais écoute, on a comme ça quelques phénomènes, ça, bon. Bon, je me dis, bon, très bien. Arrive le plateau repas. Moi, je ne mange pas, je regarde, comme ça. Et alors, le bonhomme, lui, il mange. Sans problème, parce que lui, il n'était ni voilé, ni handicapé, ni rien, il mange. La femme, je vous assure qu'elle faisait rentrer la nourriture d'une ouverture de côté et la faisait passer de l'autre côté. Je me dis, le ridicule n'a pas tué, c'est vraiment pas possible. Et ça, bon, évidemment, ça c'est l'extrême. Là, c'est le cas extrême. Un autre cas extrême, ça, il y en a partout, mais il y a quelques milliers. C'est pas ça le plus important. Mais nous avons, par exemple, à Tanger, plusieurs plages. Parce que nous avons la chance d'avoir la Méditerranée d'un côté, l'Atlantique de l'autre. Et l'été, il y a beaucoup de plages et il y a beaucoup de gens qui vont à la plage. Puis ces dernières années, un phénomène nouveau est arrivé, et surtout arrivé par des Marocains qui vivent à l'étranger, qui travaillent en Allemagne ou en Hollande, en Suisse, ou je sais pas, ou en France, et qui viennent en vacances. Alors ils vont à la plage. La photo que je vous donne est absolument authentique. Le bonhomme, un maillot, un peu long, hein, pas le bikini, hein, un maillot. Un gros ventre comme ça. La femme habillée et qui nage avec sa djellaba, comme ça. Lui, il prend l'air, et il sort. Mais quand la femme sort, l'eau colle sur tout. Et je vois beaucoup mieux ses seins et ses fesses que si elle était à poil. Je dis, mais il est stupide, ce mec. Il est en train de montrer sa femme, alors qu'il veut la cacher. Mais c'est un peu ça, malheureusement, la bêtise. La bêtise, c'est ça. Et heureusement, le gouvernement n'a pas autorisé les plages pour femmes. Non, on est dans un pays mixte. Ça n'a pas été autorisé. Bon, ça c'est pour vous dire que l'islamiste est quelqu'un qui a un vrai problème avec la sexualité. Parce qu'il pense que la femme, d'abord, avant même d'arriver à sa pensée à lui, il est vrai que les trois religions monothéistes sont au moins d'accord là-dessus. Ah, la femme, hein, je ne sais pas. La femme, enfin bon, il faut faire attention. Il y a une prière juive que, s'il y a des juifs ici la connaissent, moi je la récite de mémoire, je ne la récite pas vraiment telle qu'elle est, mais je remercie Dieu de ne pas m'avoir fait femme, etc. Dans l'islam, la femme est considérée comme inférieure à l'homme parce qu'à l'époque, évidemment, elle ne travaillait pas, mais en même temps, elle hérite la moitié de l'homme. Une part pour le garçon, une demi-part pour la femme, jusqu'à aujourd'hui, dans tous les pays musulmans. Et alors, la constitution tunisienne, la nouvelle constitution tunisienne, qui a été adoptée il n'y a pas longtemps, quelques mois, est révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'elle a établi l'égalité de droit entre l'homme et la femme. Le Maroc, qui est aussi une nouvelle constitution, n'a pas établi cette même égalité, mais il vient de souscrire à une loi des Nations Unies, ici à Genève, qui reconnaît l'égalité absolue de droit de l'homme et de la femme. Donc, si le Maroc est cohérent dans sa logique, il devrait aussi l'appliquer dans sa constitution. Donc, nous sommes dans une
une société, je parle de la société musulmane, où la femme est considérée comme soit un être mineur, soit un être dont il faut se méfier. Ou alors on respecte la femme tant qu'elle est mère, mais tant qu'elle est fille, elle est à surveiller d'une façon ou d'une autre. L'histoire du voile, parce que on en parle beaucoup, et ça a fait tellement de bruit dans le monde entier. Ça a commencé en 89 en France, lorsque 2 jeunes filles sont arrivées au collège avec un foulard sur la tête. Si par exemple ce jour-là, le professeur ou le proviseur n'avait pas relevé ce détail, peut-être qu'on n'aurait pas connu ce que j'appelle la guerre du foulard, parce qu'il a duré 20 ans en France. Faut-il être voilé ou pas voilé, etc. Mais quand on lit le texte coranique, il est question de voile, bien sûr, mais il n'est jamais question de voile intégral. Ce que font les Pakistanais ou les Afghans, enfin le mec de l'avion, là, le Fantomas, ça n'existe pas du tout dans le Coran. Jamais existé. La seule chose, et là, c'est absolument authentique, c'est dans le Coran, hein, c'est pas, j'invente rien. Comment les premières femmes musulmanes ont dû se couvrir un petit peu le visage. Ça se passait à Médine, vers la fin de la journée, parce que comme il faisait très chaud l'été, les femmes allaient faire les courses pour la maison, allaient acheter à manger, etc. En même temps, d'autres femmes sortaient pour faire le plus vieux métier du monde. Et il y avait une confusion. Et un des compagnons du prophète, allait voir le prophète, lui a dit « Fais quelque chose. Ma femme, quand elle va au marché, on la prend pour ce qu'elle n'est pas. » Et c'est à ce moment-là que le prophète a dit « Eh bien, il faut qu'elle se couvre la tête, enfin, pour qu'il n'y ait pas, parce que quand on se couvre les cheveux, évidemment, c'est un élément érotique. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est quelque chose, évidemment, quand on a une belle chevelure, évidemment, il faut la couvrir. Mais jamais il a dit il faut la couvrir de haut en bas jusqu'au... Non, il faut la couvrir. Et puis, c'est vrai que dans le même esprit, le prophète a dit que pour qu'il n'y ait pas de problème d'inceste, par exemple, il faut éviter l'espèce d'étroitesse de la coexistence dans un même espace. Il faut que les femmes ne soient pas dans le même espace que celui de l'homme, ce qui est tout à fait évident. La même chose quand une femme entre dans une église pour prier, elle ne va pas entrer en bikini, c'est évident. Elle rentre en mettant un petit foulard sur la tête, c'est une question de respect. Mais dans l'islam, on a poussé un petit peu plus cette histoire de voile, on l'a allongée, on l'a rendue une espèce de négation de la femme, négation de son être, de son corps et de son existence. Et c'est ce qui fait que il y a ce débat en Europe, parce que quand par exemple une femme se présente aux urgences, c'est arrivé en France, c'est pour ça que j'en parle, l'homme est avec elle et la femme est voilée. Évidemment, l'urgence, les médecins, on ne les choisit pas, c'est le médecin qui est là, qui prend la femme pour consultation. Et un jour, il y a eu un médecin et l'homme a dit « touchez pas, je veux une médecin femme pour ausculter ma femme ». Il dit non, on est en urgence, on n'a pas le temps, mais c'est comme ça. À partir du moment où on commence, effectivement, dans un pays qui n'est pas musulman, qui est laïque, qui est la France, où il y a beaucoup de musulmans, c'est vrai, mais où il y a des lois, etc., là, on dépasse le cadre de l'hospitalité, du droit, et on ne peut pas exiger à l'hôpital que le médecin soit
soit féminin. Alors, et ça a commencé avec des histoires de ce type. Après, il y a eu bien sûr la réclamation d'une piscine pour femmes et une piscine pour l'homme, etc. Donc là, on ne peut pas adhérer à ce genre de comportement parce que c'est une façon d'impliquer une société laïque, parce que la France a lutté pendant des décennies pour séparer la religion de la chose publique en 1905, décembre 1905, pas pour qu'aujourd'hui elle se retrouve de nouveau impliquée avec la religion qui envahit l'espace public. Et c'est pour cela qu'il y a eu évidemment beaucoup de malentendus. Il y a eu une mauvaise communication qui fait qu'on a voté en France des lois stupides d'interdire, par exemple, le voile intégral. Mais en même temps, ça concernait quelques centaines de femmes. Et on ne fait pas une loi pour une extrême minorité. Ça fait une loi qui a fait passer la France pour anti-musulmane. Donc ça faisait un petit peu scandale. Je reviens quand même à cette notion du corps comme enveloppe de l'âme. Parce que quand même, après, il faut revenir. Par exemple, chez les taoïstes, le corps humain est considéré comme une enveloppe prêtée à l'humain par le ciel et la terre. Très belle métaphore. On prête le corps et après on le retire. C'est-à-dire, la mort, c'est le retrait du corps. Mais j'irai un peu plus loin et je m'arrêterai un petit peu sur les mystiques musulmans. Le plus grand, c'est Al-Hallaj. Al-Hallaj était un très grand poète qui a voué toute sa vie à l'amour de Dieu. C'était au Xe siècle. Il va être, parce qu'il va écrire des poèmes d'amour absolu pour Dieu, et il va être un homme totalement renoncé. Le mystique, c'est celui qui renonce à tout. C'est-à-dire qu'il est dans cette espèce d'ascension vers l'absolu. Et cette ascension dans l'absolu fait que tout le reste devient secondaire, c'est-à-dire tout ce qui est matériel et, en premier lieu, le corps. Alors, Al-Hallaj est tellement dans cet amour de Dieu qu'il va pas se confondre, mais il va s'immiscer dans la substance divine et dire « Ana al-haq », je suis la vérité. Et parce que Al-Hallaj a prononcé cette phrase qui est dans un de ses poèmes, « Ana al-haq », je suis la vérité, il va être arrêté. Il va être arrêté pour confusionnisme. Et vous savez que dans le monothéisme, la pire des choses, c'est ce qui fait quelque chose d'absolument insupportable, c'est de confondre Dieu avec quelqu'un ou quelque chose d'autre. D'ailleurs, l'attestation de foi musulmane, c'est « La ilaha illallah », il n'y a qu'un Dieu. Et il n'y a rien d'autre que lui. C'est-à-dire on ne peut pas le confondre ni l'associer à quelque chose. Il est absolu et au-dessus de tout, et par conséquent, il est inaccessible, sauf par l'amour et la piété et la foi, mais pas par un amour qui va peut-être le mettre au niveau de l'être humain. Et Al-Hallaj a commis cette erreur en se mettant dans cet amour absolu et en s'approchant en quelque sorte de cette divinité. Le procès de Al-Hallaj en 922 va durer très longtemps parce qu'il va être l'occasion pour les théologiens musulmans d'avoir de vrais débats philosophiques sur ce que c'est que l'islam, ce que c'est que Dieu, ce que c'est que la religion et ce que c'est que
la mystique. Et là, je reviens un petit peu quelques siècles en arrière, à la mort du prophète. Quand le prophète décède, il a laissé des compagnons, c'est-à-dire des amis qui l'ont accompagné, comme Jésus avait des compagnons, qui ont propagé son message que lui recevait par la révélation de Dieu. Pendant 20 ans, les compagnons se voyaient, tout ça, mais il n'y avait pas de corpus qui va être rassemblé, qui va donner le livre saint, le Coran. Donc pendant 20 années, les musulmans n'avaient pas de livre saint. Il existait dans l'histoire, mais il n'existait pas physiquement, ni réellement, parce que à ce moment-là, un des califes les plus importants, le plus âgé, Uthman, va réunir tous les compagnons. Il dit, il va falloir que chacun récite ce qu'il a retenu. Et c'est ainsi que le Coran a été composé pendant plusieurs mois pour faire effectivement le corpus final qui va devenir le livre sacré, le livre saint de l'islam. Mais pendant toutes ces années-là, on ne savait pas très bien comment le composer. Bon. Mais là, évidemment, pour les musulmans, ils ont été guidés par l'Esprit de Dieu. Une fois que le Coran existe, qui est un texte merveilleux, magnifique, très beau, d'ailleurs, c'est la référence majeure de la langue arabe. En anglais, on dit la langue de Shakespeare, en France, la langue de Racine ou de Molière. Chez nous, dans l'islam, on dit c'est la langue du Coran, parce que c'est une langue parfaite. Il va y avoir un débat. Comment lire le Coran? Comment l'interpréter? Deux écoles vont s'affronter. La première, qu'on appellera littéraliste, c'est-à-dire celle qui va lire le Coran au pied de la lettre. Et l'autre, mu'taziliste, celle qui va être rationaliste et qui va donner au texte religieux une dimension métaphorique et symbolique. Donc, forcément, proche d'une rationalité et qui fait de la religion un ensemble de valeurs qui va servir aux hommes de faire un contrat social et de vivre ensemble. Malheureusement, ceux qui vont gagner la bataille théologique, le débat, ce sont les premiers, c'est-à-dire les littéralistes. Ceux qui vont lire le texte comme ça, de manière linéaire. Ce qui va donner beaucoup plus tard le wahhabisme au XVIIIe siècle, et du nom de Mohammed Abdul Wahhab, qui est un théologien saoudien, qui lui va renforcer cette lecture et qui va faire de la charia, c'est-à-dire le dogme, la constitution même politique du pays, comme l'Arabie saoudite, tous les pays du Golfe, le Qatar, etc. Et depuis le XVIIIe siècle, ce sont les tenants d'une lecture littéraliste qui dominent. Ce qui fait que, pour aller plus vite, aujourd'hui, c'est effectivement ce qu'on appelle l'islamisme, ce sont les tenants du wahhabisme, c'est-à-dire cette espèce de dogme dur et qui applique la charia de manière sans symbole et sans métaphore, hein, direct, comme ça. Et ce qui fait que c'est une chose qui est inconciliable avec la modernité. Je raconte ça pourquoi? Parce que nous revenons au Xe siècle, au procès de Hallaj. Hallaj, lui, il était dans une position extraordinaire, il n'était pas là. Enfin, il était là physiquement, mais il dit, bon, mon corps, vous en faites ce que vous voulez,
il va beaucoup plus loin. Il dit « Mon sang est licite. Demmi halal. » C'est-à-dire, vous pouvez en disposer. Parce que moi, je suis ailleurs. Je suis avec Dieu. Je suis de l'autre côté du monde. Je suis déjà arrivé à l'ascension suprême, ce qu'on appelle le renoncé. Évidemment, on ne pouvait pas admettre au Xe siècle une telle vision de la religion. Parce que les mystiques dans toutes les religions existent. Ce sont les gens qui approfondissent l'étude, qui vont très loin dans l'accomplissement de la philosophie et des valeurs que toute religion laisse pour l'humanité. Parce que l'humanité a besoin de valeurs et de règles sur lesquelles se baser pour aller de l'avant. Eh bien, cette religion ne peut pas tolérer dans ses rangs disons, aujourd'hui on dirait des provocateurs, on dirait des types un petit peu marginaux. C'est pour ça que Al-Hallaj a été condamné à mort. Et non seulement il a été condamné à mort, mais il a été exposé, mis en croix comme Jésus, et exposé au soleil pendant des jours et des jours, et émasculé. Oui, toujours le corps et le sexe qui est lié quand même à certains comportements de la religion, et il a été exécuté de manière atroce, mais lui était beaucoup plus fort parce que il ne sentait rien. C'est quelqu'un qui était déjà dans cette divinité qu'il adorait et qu'il célébrait. Alors, Al-Hallaj, après, il a eu des disciples. Et si aujourd'hui, il y a une culture passionnante dans l'islam, c'est dans le soufisme, parce que la mystique, en arabe, c'est le soufisme qui vient du mot sauf c'est la laine, et le père de Hallaj était un cadreur de laine. C'est-à-dire que le soufi, il ne s'habille pas avec des habits qui sont cousus machinalement, enfin avec des machines et tout ça. Il porte des choses très simples, c'est-à-dire que de la laine sur le dos, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne donne aucune importance à l'apparence physique du corps. Le corps n'existant plus. Le corps, il s'est évaporé, il est ailleurs. Ce qui est important, c'est l'âme, c'est les valeurs que cette âme va célébrer, va chanter, va écrire, parce que les mystiques, ce sont des poètes avant toute chose. Et cette façon qu'ils ont, ils ne vont pas faire l'éloge de la femme, du corps de la femme ou du corps de l'homme, ils vont faire l'éloge de ce qui n'est pas visible, de ce qui est totalement intérieur et qui est beaucoup plus intéressant pour eux et beaucoup plus fort, parce qu'on est dans exactement l'extrême contraire de ce que nous vivons aujourd'hui dans la société moderne. Donc, Al-Hallaj va avoir des disciples, ça va continuer. Aujourd'hui encore, il y a quelques mystiques. Il y a une poésie extraordinaire de ces soufis qui est dans une relation, non pas de contestation, c'est pas des agnostiques, hein, c'est des gens qui sont croyants, mais ils ont une façon de croire, peut-être la façon la plus subtile, la plus extrême aussi, et intelligente. C'est-à-dire, on est dans les idées et non pas dans la matière. La matière, on la laisse pour la terre. On la laisse pour la poussière de la terre. Mais les idées, sont au-dessus et au-delà de ce qu'on peut penser. J'ai parlé tout à l'heure de la constitution tunisienne, qui est une des constitutions les plus
révolutionnaire actuellement dans le monde arabe, mais il faut peut-être rendre, je profite de ça pour rendre hommage à quelqu'un qui a rendu possible, avec le temps, cette constitution qui a libéré la femme tunisienne, qui est Bourguiba, le président Bourguiba. Bon, c'était le président qui a amené l'indépendance de la Tunisie. Malheureusement, comme tous les chefs d'État, au lieu de se retirer à temps, il a gardé le pouvoir jusqu'au bout, jusqu'au jour où Ben Ali est arrivé, il l'a déposé d'une manière très, très désagréable. Bon, bref, peu importe. Mais Bourguiba a été, dans les années 50-60, l'homme qui a libéré la femme tunisienne. Et ça, c'est très important. Il a dit, c'est quoi cette espèce... Enfin, les femmes portaient des djellabas, parfois un voile sur la tête. Il dit, c'est quoi ce cache-misère? Nous sommes dans la modernité. On sort, la femme travaille. Il a libéré la femme. Il a donné à la femme exactement les droits qu'avaient les hommes. Et c'est pour cela que le code de la famille en Tunisie, depuis toujours, a été progressiste par rapport à tout le monde arabe. Et si aujourd'hui la constitution tunisienne a renoué avec cette philosophie, il faut lui rendre hommage, c'est Bourguiba qui est derrière. Enfin, j'ai encore un peu de temps pour parler toujours de sexualité, mais d'une manière un peu spéciale, parce que je trouve que dans l'islam, il y a une espèce de dicton qui dit « Il n'y a pas la haya fi din », il n'y a pas de honte à parler de tout en islam. Et nous recevons tous, petits, quand on est musulmans, une forme d'éducation sexuelle. Parce qu'il y a des textes qui racontent ce que c'est, comment l'homme est né. Il n'est pas né dans un chou, il n'est pas apporté par la cigogne, le chou. Non, non. Il est question de sperme dans le Coran. Il est dit que l'homme est né d'une goutte de sperme. Et quand on est gosse, on dit sperme, on ne sait pas ce que c'est, mais enfin, on dit qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a dans l'islam une sorte de vérité directe qui fait qu'on parle de tout, mais évidemment dans la limite de la pudeur et du respect. Et il se trouve qu'au XVIe siècle, il y a disons un cheikh tunisien, c'est un monsieur lettré, qui écrivait bien. Et alors, le prince, un émir de l'époque, devait marier son fils. Son fils devait se marier. Et le père ne savait pas comment initier son fils à la sexualité. C'était un peu gênant. Alors, la mère initiait la fille, ça c'est connu. Mais le père, c'était un peu difficile. Il a appelé Cheikh Nefzaoui, il s'appelle Cheikh Nefzaoui, et il lui a commandé un traité de sexologie qui s'appelle, en arabe, Rawd al-Ate, qu'on a traduit en France par le jardin parfumé, et qui est un véritable traité de sexologie, et il apprend à l'homme comment faire l'amour, comment... D'abord, quand on le lit, c'est extraordinaire. Tout est vu du côté de l'homme, bien sûr. Comment avoir la plus grande jouissance. La jouissance de la femme, c'est secondaire, c'est pas du tout, c'est pas important. Lui dire au contraire, voilà comment elle doit se tenir pour que toi tu puisses avoir le maximum de jouissance. Et il cite les différentes positions, toujours favorables à l'homme, et il donne tous les noms du sexe féminin, le sexe masculin. Et c'est un texte moi je l'ai lu quand j'avais 15 ans, j'ai acheté sur un trottoir, hein, ça c'était en arabe, ça se vendait, etc. C'était presque un livre pornographique, avec les positions, les machins, les trucs. Et c'était sous le couvert d'un homme de religion qui explique à un jeune prince comment faire l'amour et comment jouir de la sexualité de la meilleure façon possible et imaginable. Et ce livre a évidemment
été lu par des millions et des millions de jeunes musulmans dans le monde et n'a jamais été interdit. Et c'est un livre qui est aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est un livre qui est très, très, très connu dans les couches de la société musulmane. Et il existe en français, en anglais, en allemand, il a été traduit dans plusieurs langues. Et c'est un peu le Kama Sutra des musulmans, sauf que le Kama Sutra il a un aspect ludique, un peu fantasmagorique, et que le Rawd al-Atar, le jardin parfumé, est un texte beaucoup plus presque pratique. Oui, pratique. Comment arriver et ce qu'il faut manger. Il y a un régime, ce qu'il faut manger, comment il faut caresser la femme, etc. Et ces textes, j'ai toujours été étonné de trouver facilement partout. Et alors, je n'ai pas vérifié aujourd'hui si on le trouve encore sur les trottoirs du Caire ou de Beyrouth, mais c'est un texte qui existe depuis le XVIe siècle, et ça prouve combien, curieusement, l'islam a toujours été finalement assez clair avec la sexualité. Et ce sont les littéralistes, c'est-à-dire ceux qui ont une lecture un peu étroite, une lecture un petit peu plate de l'islam, qui ramènent l'islam vers ces espèces d'extrémisme qui sont focalisés sur le corps de la femme. Et ajoutons en cela que le corps de la femme a été délipendé et surtout dévalorisé en Occident, et que nous le protégeons. La preuve, le protégeons tellement que nous le couvrons de haut en bas. On ne voit rien. Alors c'est pour ça que l'opposition entre ces deux mondes est très intéressante, parce que à travers le corps et la sexualité, ce sont deux visions du monde qui s'expriment. Et c'est vrai que lorsque une fois je me suis affronté à une radio avec un islamiste, il me dit: oui, c'est ça, toi tu veux la laïcité, d'abord ils comprennent la laïcité comme l'athéisme. Bon, je ne sais pas, la laïcité c'est le respect de toutes les religions, mais il ne faut pas que la religion fasse la politique, c'est tout. Et puis il termine par cette phrase: ben oui, c'est ça, tu veux légaliser le mariage des homosexuels. Il dit: ben, moi je m'en fous, moi je légalise rien du tout. Si un homme et un homme s'aiment, ça les regarde, c'est pas mon problème. Chacun est libre. Et là, je me suis souvenu d'une chose, c'est que en Occident, l'individu existe. Dans le monde arabo-musulman, il n'a pas encore émergé. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas l'individu. C'est-à-dire que vous êtes d'abord, vous appartenez soit à un clan ou une tribu. Mais la personne, c'est pour ça que lorsque Alia, l'Égyptienne, se met à poil, nue, elle fait scandale. Pourquoi? Parce qu'elle sort de la famille, elle sort du clan. Parce que dans le clan, on ne montre pas ses seins et son vagin. On ne le montre pas. C'est une loi, comme ça. Donc, elle sort. Donc, elle est condamnée, elle est complètement dégagée de la société. Et l'individu, ici, depuis la Révolution française, c'est une entité absolue, singulière et unique. C'est-à-dire, un individu est un individu. D'où un individu égale une voix, et une voix égale la démocratie. C'est ainsi que le système démocratique fonctionne en Europe normalement, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à le faire fonctionner dans le monde arabo-musulman, parce qu'on fait techniquement des élections. C'est vrai, mais c'est une technique, ce n'est pas une morale. Comment dire que finalement, tant qu'on n'a pas reconnu l'individu dans le monde arabo-musulman, aucune modernité n'est possible. Et c'est pour cela que la constitution tunisienne est une avancée, parce qu'elle reconnaît dans le texte l'égalité de l'homme et de la femme. À partir de ce moment-là, le corps de l'homme,
appartient à l'homme, le corps de la femme appartient à la femme. Et il n'y a pas de droit de l'homme sur le corps de la femme. C'est-à-dire, là, c'est une séparation nette et c'est une avancée extraordinaire. Évidemment, la constitution tunisienne a été vilipendée, disons, insultée par la presse des régimes islamistes, notamment en Iran, etc. C'est tout cela pour vous dire que tout est lié, et tant que cette notion d'individu qui est essentielle, vous vous rendez compte, vous êtes dans un pays où l'individu est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est là. Personne ne peut porter atteinte à votre intégrité physique et morale et politique. Sinon, il y a des lois pour ça. Dans le monde arabo-musulman, l'individu, c'est d'abord le clan et la tribu. Et aujourd'hui, vous avez un pays comme la Libye, qui n'est pas un État, qui n'est pas un État de droit, et où il y a 5 tribus qui se disputent le pays. Alors, vous avez une tribu qui contrôle l'aéroport, une tribu qui contrôle Belghazi, une tribu qui contrôle les puits de pétrole. Mais ça ne fait pas un État, ça fait un ramassis de tribus, et ce qui fait que nous avons des conséquences politiques désastreuses parce que, à aucun moment, nous n'avons donné à l'individu sa reconnaissance, c'est-à-dire sa liberté. Et la liberté d'un individu, c'est qu'il peut avoir cette liberté de conscience qu'aucune constitution dans le monde arabo-musulman ne reconnaît, sauf, encore une fois, la tunisienne. Il y a la liberté de conscience chez les Tunisiens. C'est-à-dire que c'est le seul pays où le printemps arabe a donné quelque chose, pour le moment. La liberté de conscience, c'est le fait de je crois ou je ne crois pas, ce n'est pas ton problème. C'est ça. C'est-à-dire que la liberté de croire ou de ne pas croire, l'apostasie qui existe en Égypte et qui a condamné à mort plusieurs intellectuels, c'est aberrant. Eh bien, si on reconnaît la liberté de conscience des individus, eh bien, c'est fini. On ne peut plus venir vous dire tu dois aller faire la prière, tu dois faire le ramadan, ou tu dois t'habiller comme ci ou comme ça, ou ta femme doit porter le voile. Ça, c'est fini, parce que c'est une question de liberté. À ce moment-là, j'ai ma liberté, tant que je suis dans la limite du droit, il n'y a rien à faire. Il n'y a que l'État pour intervenir, pas mon voisin. Et dans toute la communauté arabo-musulmane, évidemment, il y a le regard, on fonctionne selon le regard du voisin et des gens alentours. Et tant qu'on est dans cette situation, évidemment, le corps doit être totalement interdit, voilé, mis de côté. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le consomment pas, mais ils veulent les seuls à le consommer. C'est-à-dire, la peur, la hantise de celui qui voile une femme, c'est que cette femme puisse être désirée par quelqu'un d'autre. Il ne pense pas qu'elle puisse désirer quelqu'un d'autre que lui. Ça ne lui rentre pas dans sa tête, lui. C'est un peu plus fort pour lui. Mais il dit, ça y est, maintenant elle est fermée, elle ne peut pas bouger. Évidemment, la séquestration n'a jamais abouti à quelque chose de positif. Et c'est pour cela que nous voyons ces deux visions du monde, aujourd'hui, s'opposer, heureusement, sans grande violence, mais comme nous sommes appelés à vivre ensemble, puisque il y a de plus en plus d'immigrés qui viennent en Europe, ces immigrés viennent avec leur culture, leur tradition, leur religion. Il faut qu'il y ait une pédagogie quotidienne pour leur apprendre que nous sommes dans un état de droit où l'individu existe et il faut respecter cette qualité extraordinaire de l'émergence de l'individu. Voilà, je vous remercie. J'ai été un peu dans tous les sens, mais j'espère que vous avez bien saisi les deux oppositions entre ce qu'on appelle l'Orient, mais l'Orient c'est très très vague, et puis l'Occident, mais l'Occident c'est plus précis. Merci. Bonsoir. Voilà.
Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, monsieur... Vous avez... Plus fort. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Vous avez terminé sur cette phrase qui m'a laissé un petit peu dans le vague. L'Orient, c'est un peu indéfini, alors que l'Occident est beaucoup plus précis. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par l'Occident, et notamment si vous pouvez l'identifier par une culture ou une religion? Oui, enfin, en son temps, quand je dis l'Occident est plus précis, c'est-à-dire d'abord nous avons l'Europe qui est quand même définie, bien définie, avec un certain nombre de valeurs qui sont connues. Et puis, bon, arrive là-dessus, bien sûr, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, etc. Donc, quand on dit Occident, c'est malheureusement un terme assez petit pour contenir tout là-dedans. Et que, moi, je trouve que, par exemple, déjà, il faut distinguer l'Europe et la Méditerranée de l'Amérique et des continents un peu plus lointains, mais c'est une façon un petit peu rapide de parler, parce qu'on dit, bon, ben, je pourrais me contenter de l'Europe. Et moi, dans mon esprit, à chaque fois que je parlais, je pensais surtout à l'Europe, qui a une histoire, qui a fait beaucoup de guerres, qui se sont battus beaucoup, bon, bref, et qui passait par là, et que ce serait même pour nous intéressant de faire l'économie de certaines des erreurs européennes pour justement arriver à vivre. Et quand je dis que l'Orient est vaste, parce que, bon, il y a l'Extrême-Orient, et puis, est-ce que, par exemple, le Maroc s'appelle l'Extrême-Occident en arabe? Al-Maghrib, ça veut dire celui qui est du coucher du soleil. Et donc, bon, ben, est-ce qu'il fait partie de l'Orient? Bon, j'en sais rien. C'est un peu compliqué. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, merci pour la conférence. En fait, vous avez bien expliqué les enjeux internes aux deux cultures et je confirme cette hypocrisie un peu de l'Occident où on veut vraiment respecter les droits de la femme et du coup on en fait des lois politiques pour diminuer la disparité salariale, même si en Suisse elle reste encore très répandue. Vous avez commencé en parlant des viols et par exemple ici dans notre société on enseigne toujours aux femmes à se défendre des viols et pas aux hommes à ne pas violer, pour un exemple. Après peut-être vous n'avez pas eu justement le temps de relier les deux cultures parce que je crois que chaque culture justement elle ne respecte pas la femme, le corps comme ça. Mais la femme, elle est devenue dans ces périodes-là aussi un échange, une arme entre l'Occident et l'Orient. Vous avez bien parlé de les lois anti-burqa et souvent en Occident, on essaie aussi en Suisse, on a voté une loi anti-burqa autant qu'on n'a aucune femme anti-burqa et on donne cette loi en justifiant avec le mot de la sécurité comme si pour faire un crime, le burqa, finalement, il n'est même pas pratique pour s'échapper. Et après, justement, il y a du coup cette divergence entre les deux cultures. Et après, il y a une convergence un peu hypocrite. À l'aéroport de Dubaï cet été, j'ai vu ces femmes toutes en noir comme ça, mais avec le visage nu. Et en plus maquillées. Du coup, je ne comprenais pas si l'homme il voulait montrer sa femme ou la cacher. Il y a cette hypocrisie. Et du coup, je me demandais si, finalement, le rôle de la femme est encore plus endommagé parce que c'est un échange, une arme et un objet d'échange entre ces deux cultures. Parce que finalement, quand on veut attaquer l'islam, on n'attaque pas vraiment leur système politique. Parce que moi, j'entends parler du Moyen-Orient, de Maghreb comme ça, mais on attaque leur religion. Et eux, vice-versa. Du coup, encore plus, on perd de valeur dans les deux sociétés. Je ne sais pas si vous rencontrez aussi. Vous avez un petit peu résumé ce que j'ai dit, mais je n'ai pas parlé de la parité parce qu'on rentre dans les détails. Bien sûr, quand on apprend encore aujourd'hui, je parle de la France, je ne sais pas si la Suisse c'est comme ça, où pour le même travail, une femme est moins payée qu'un homme, c'est aberrant, mais enfin bon, ça c'est pas la peine de le dire, on le sait très bien que c'est aberrant. Mais j'ai dit tout à l'heure que les féministes sont un petit peu fatigués ou sont absentés, ça fait partie un peu du combat des femmes. Et le féminisme n'est pas forcément quelque chose
qui combat l'homme, elle combat l'injustice et l'inégalité. Et l'inégalité, malheureusement, est encore très bien répandue dans nos sociétés. Je crois qu'il y a une question là-bas. Oui, ce qui nous gêne énormément ici, dans ce discours aussi, c'est qu'on a trop monopolisé la question de la femme et du corps de la femme autour de la burqa et autour du corps de la femme musulmane, ou soi-disant musulmane, alors qu'il y a toute une partie de l'Orient, chrétienne entre autres, qui a une autre relation au corps. Et cette monopolisation du discours sur la femme autour du voile commence à lasser l'audience ici. Voilà. Oui, mais ça, nous sommes d'accord, parce que de toute façon, ça a été ça concerne une minorité. Et puis, ils ont donné de l'islam une vision caricaturale qui a d'ailleurs fait le jeu des islamophobes en général. Mais je suis d'accord avec vous qu'on a donné beaucoup d'importance à ce genre de choses. Alors, monsieur là-bas, puis madame. Non, monsieur, il y avait monsieur là-bas. Merci beaucoup pour cette très belle revue de l'histoire. Je crois que ce qui nous intéresse beaucoup, c'est quid du futur. Est-ce que vous voyez un changement dans l'approche qu'on parle du corps de la femme, du corps de l'homme, mais il n'est pas question de ça, il est plutôt question de la vision d'une société. Est-ce que vous voyez un rapprochement entre le Moyen-Orient, le Maghreb et ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe? Et si oui, comment va-t-elle se passer et dans quel laps de temps? En principe, on pensait que l'immigration allait être un moyen de rapprochement de ces deux sociétés. Malheureusement, c'est devenu un moyen d'éloignement et de discorde entre les deux sociétés, parce que l'immigration a été faite dans l'improvisation et on n'a jamais réfléchi sérieusement à ce phénomène du XXe siècle, celui des migrations du sud vers le nord. On n'a jamais expliqué aux gens du Nord pourquoi des gens du Sud viennent travailler ici et pourquoi ils le font. Et on n'a pas expliqué non plus aux immigrés dans quel pays ils se trouvent, quelles sont les lois et les droits dans ces pays. Donc forcément, le rapprochement aurait pu être fait par ça. Moi, je pense que le rapprochement se fera par les générations futures, c'est-à-dire les deuxième et troisième générations qui sont forcément des enfants nés ici, donc européens ou suisses, et qui, eux, peut-être feront le lien. Mais pour le moment, le contact direct entre les deux sociétés est un contact un peu difficile. Bien, là, il y a une question là-haut, puis je passerai la parole à madame après, là-haut, et puis après on arrête. Voilà. Après, on passera aux signatures. Oui. Merci beaucoup pour votre conférence. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur le corps. Je pense que c'était une question cruciale, surtout dans le monde musulman. Venant d'Iran, je sais un peu de quoi ça parle. Mais ce que je voudrais vous poser comme question, c'est le fait que, au-delà du corps, est-ce que ce n'est pas le problème du désir qui est encore plus crucial que le problème du corps? Quel est le rapport du monde musulman avec le désir? C'est le désir qui pose problème dans ce monde. Le désir est légitime tant qu'il est dans le mariage, comme toutes les religions. La même chose pour la religion chrétienne. Et il est péché illicite quand il est en dehors des lois des institutions. Mais le vrai problème se pose évidemment, non pas en termes religieux, mais en termes psychologiques, étant autorisé à désirer et jusqu'où on peut aller avec ce désir et comment fonctionner avec le désir de l'autre. Et curieusement, la littérature, je ne connais pas bien la littérature persane, mais la littérature arabe
a illustré énormément cette notion de désir et de rapport à la femme, à l'autre. C'est surtout l'autre dont il s'agit. Mais la société, elle est beaucoup plus hypocrite et beaucoup plus, disons, coincée que... et ça, je pense qu'il faut du temps. Il faut du temps, mais les choses changent assez vite avec notamment les nouvelles technologies de l'information. Alors, madame. Dernière question. Oui, oui madame. Non, on avait dit oui, l'avant-dernière alors. L'avant-dernière, oui. Oui, bonsoir et merci encore pour la conférence. Je voulais juste vous poser une question, mais juste avant rebondir sur ce qu'a dit la demoiselle et puis l'autre dame sur le voile, et puis cette demoiselle sur les femmes voilées à la douane à Dubaï ou ailleurs. C'était juste pour préciser qu'il ne faut pas oublier que la majorité des femmes, c'est leur propre chef qu'elles se voilent et puis qu'elles mettent du maquillage en même temps. Il n'y a pas une incohérence. Je connais très peu de femmes autour de moi qui sont... j'en connais pas en fait, qui ont été obligées de porter un voile sur leurs cheveux, etc. Mais bon, anyway. Et puis, la question que je voulais vous poser, c'était... Vous avez parlé à un moment des droits de la femme, notamment en islam ou dans la communauté musulmane, dans le Coran. Est-ce qu'il serait correct ou incorrect de dire que les 10 droits des femmes, selon la Bible, la Torah, ne sont pas plus grands ou meilleurs ou, Je ne suis pas compétent pour répondre sur la Torah, mais de toute façon, les religions ont une mission, c'est de garantir une sorte de paix sociale, et ils considèrent que le désordre vient évidemment du désir, et le désir de la femme. Alors, évidemment, c'est contradictoire. On peut totalement être croyant et faire exactement, être en paix avec soi-même et avoir du désir et un respect pour ce désir. Mais ça dépend des gens. Et encore une fois, ça dépend de la culture et de l'éducation qu'on reçoit quand on est petit. Tout à l'heure, la jeune fille a parlé de l'éducation sur le viol. C'est vrai qu'on dit aux femmes, faites attention, il y a des violeurs, mais on n'apprend pas aux garçons de ne pas violer, de ne pas frapper la femme. Mais ça, c'est une question aussi, ça dépend de chaque société, de chaque famille. Et moi, je trouve que la pédagogie commence à la maison. C'est à la maison que ça commence. Après, l'école. Et après l'école, c'est les institutions politiques. Bien, alors, non, la toute dernière question, là, et puis nous sommes obligés d'arrêter. Bonsoir. Donc, moi, je viens de Paris. Je voulais juste d'abord commencer par une remarque. On ne fait pas le ramadan, mais on jeûne pendant le mois de ramadan. On fait souvent cette erreur et je voulais la corriger. Je n'ai pas compris. On ne fait pas le ramadan, monsieur. On jeûne pendant le mois de ramadan. Voilà. Oui. Ensuite, je voulais vous dire quelque chose concernant le corps de la femme. J'ai l'impression, à travers votre discours, que la nudité du corps est une preuve de modernité. Alors, est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai mal compris votre message? Parce que je trouvais que vous étiez assez intolérant avec les personnes qui se couvrent de la tête aux pieds, sachant que la tolérance, ça va dans les deux sens. Eux doivent accepter que nous, on se promène en bikini, en mini-jupe, et nous, on doit accepter qu'elles décident de se couvrir de la tête aux pieds. Voilà. D'accord. Alors, je réponds à cette dernière question. D'abord, on dit jeûner le ramadan, on fait le ramadan. Merci de corriger. Moi, je dirais toujours faire le ramadan parce que j'ai toujours dit je fais le ramadan ou je ne le fais pas. Donc, c'est une question de choix. De toute façon, on se comprend. La deuxième question, doit-on être tolérant avec quelqu'un dont la liberté est totalement empêchée? Moi, je trouve que c'est une façon de ne pas respecter la femme qui... Pardon? Oui, mais bon, vous comprenez, on ne va pas pinailler sur les détails. Des femmes, oui, des femmes, pas la femme en général, parce que la femme en général n'existe pas, c'est des femmes qui existent. Mais quand une femme, et c'est vrai, je sais qu'il existe des femmes qui décident d'elles-mêmes de se mettre comme ça la regarde, mais tant qu'elle est chez elle ou dans un contexte à elle
j'ai rien à dire, mais j'ai parlé quand elle s'introduit dans la sphère publique, comme par exemple elle va à l'hôpital ou elle va dans l'administration, évidemment c'est une chose qui n'est pas admissible parce que nous sommes dans une société où il y a la transparence et la tolérance. Moi je tolère est-ce que c'est tolérable? Évidemment, je peux dire, ça la regarde, tolérable, les scènes qu'on voit sur les plages où l'homme se baigne avec un maillot et la femme avec ses habits. Bon, ça la regarde, évidemment, mais je trouve ça désolant, surtout, c'est un point de vue, c'est pas non plus une vérité. Mais chacun fait ce qu'il veut, mais la tolérance, vous savez, elle a des limites, on ne peut pas tout tolérer. Et à un certain moment, je me souviens d'un film sur les talibans en Afghanistan, mais un film de fiction. Instamment, on voit des talibans, enfin des femmes, enfin, apparemment toutes voilées de haut en bas, et c'était en fait des soldats talibans qui attaquaient des gens. Enfin, bon, bref, c'est-à-dire qu'on peut, à travers cette espèce de voile, faire passer des choses qui ne sont pas de l'ordre de la démocratie, c'est tout. Merci. Bien, merci.